Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thomas Saunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe de protection sociale Malakoff Médéric. Vous êtes à la tête d'un assureur qui vient de réaliser, c'est officiel, on peut le dire, ça y est. Tout à fait, oui. 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est sur 2016. Deuxième groupe en France de protection sociale. Pourtant, vous êtes moins connu que les... Alors au hasard, je citais CNP, Generali, des maisons par lesquelles vous êtes passé, mais on pourrait en citer d'autres. Pourquoi est-ce qu'on vous connaît moins, la marque, on la connaît moins? Parce qu'en fait, vos clients, ce sont les entreprises, c'est ça en fait? Exactement, on n'est pas un assureur grand public, on est un assureur pour les entreprises, puisque on assure les salariés des entreprises au travers de contrats de santé et de prévoyance. On est numéro 1 d'ailleurs en prévoyance et en santé collective, et on représente grosso modo 10% de part de marché. Voilà. Alors, j'ai regardé un peu les chiffres. Vous me direz que je suis taquin, mais 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016 pour 7 millions d'euros de bénéfices. C'est faiblard comme rentabilité, mais ce n'est pas l'objectif. Finalement, quand on est mutualiste comme vous, c'est pas... Non, effectivement, l'année 2016 qui a été une année particulière pour Malakoff Médéric, l'objectif n'était pas de faire des résultats, mais bien de consolider le bilan. L'entreprise est une entreprise qui est solide, avec un ratio de solvabilité de plus de 200%. Des fonds propres qui sont à hauteur de 4 milliards. Des fonds propres qui sont à hauteur de 4,9 milliards, en progression de 200 millions. Et on a profité d'ailleurs de l'année 2016 pour renforcer les provisions et les réserves à plus de 181 millions d'euros, ce qui fait que, voilà, plutôt que de sortir ceci en résultat, on a préféré renforcer le bilan de Malakoff Médéric. Donc l'année prochaine, les résultats seront meilleurs, les bénéfices seront plus élevés. J'espère qu'il y aura une progression à la fois du chiffre d'affaires et des résultats. Bon, la spécificité, après on va rentrer dans le dur des réformes à venir en matière de santé. La spécificité de votre groupe, c'est que c'est un groupe qui est paritaire. Ce que j'ai découvert en préparant l'interview, en gros la boîte elle est co-gérée, c'est ça, avec les partenaires sociaux, hein, vous me direz, mais en quoi ça change le job d'un patron quand on a à son board, si c'est le cas, des syndicats? C'est intéressant ça. Hein. Alors on est paritaire et mutualiste, hein, c'est-à-dire qu'au sein du groupe, il y a des institutions de prévoyance et il y a aussi des mutuelles d'assurance et mutuelles de la mutualité, mutuelle 45. Alors, c'est une entreprise comme une autre avec un conseil d'administration. Ce qui est un peu particulier, c'est la nomination des administrateurs au sein de ce conseil d'administration. Et ces administrateurs sont nommés par le MEDEF d'une part et puis par les organisations syndicales représentatives au niveau national d'autre part. Sans être issu du MEDEF, ou c'est juste le choix qui se porte, c'est le choix. Mais après, charge effectivement la direction générale de proposer une stratégie et charge au conseil d'administration de valider cette stratégie et de vérifier que cette stratégie est bien mise en place. Mais il place un homme à eux ou il place un expert indépendant? Je suis arrivé dans le groupe il y a 1 an. Je crois qu'à l'époque, ils cherchaient un manager assureur. Et voilà, et j'ai pris les rênes de Malakoff Médéric il y a 1 an. Je ne pensais pas à vous, je pensais aux membres du comité. Pour le coup, quand ils sont nommés par le MEDEF, par les syndicats, ils choisissent quelqu'un issu de leur rang ou quelqu'un qui a une expertise, société civile, comme on dit, sans appartenance syndicale Ils choisissent des représentants des employeurs et des représentants des employés. Nous, on assure effectivement des entreprises et leurs salariés, et à ce titre, justement, les salariés et les entreprises ont des représentants au sein du board, au sein du conseil d'administration. Vous n'êtes pas un peu un laboratoire comme ça, non, une expérimentation comme ça, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut gérer une boîte avec, à son board, encore une fois, des... Alors c'est passionnant, le paritarisme parfois peut être un peu décrié, force est de constater... Il l'est, hein, c'est pour ça que je pose la question. Je me doute, force est de constater que sur la retraite complémentaire, les mesures ont été prises, notamment au travers d'un accord fin 2015, et que le régime Agirc et Arco se voit pérennisé dans les années à venir, et puis concernant l'assurance, le fait qu'on relève de l'économie sociale et solidaire fait qu'on peut en faire encore plus pour nos assurés, pour les entreprises et pour les salariés. On a d'ailleurs des engagements sociaux et sociétaux qui sont forts, puisqu'on consacre plus de 80 millions d'euros par an dans 4 directions différentes, qui sont le handicap, qui sont le cancer, qui sont les aidants et le retour à l'emploi suite à des maladies longues. Bon, question qui est très pratique, mais c'est question qui revient souvent. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui trouvent que les complémentaires santé sont chères et coûteuses et qu'année après année, les prestations sont rognées parce que le plafond de remboursement, c'est 3 fois le plafond de remboursement par rapport à celui de la Sécu, et que finalement, quand on voit, notamment dans les grandes villes, certains experts ou spécialistes, finalement, on n'est pas si bien remboursé. Je dis ça parce qu'on n'a pas tous la chance d'être salariés. Pour les salariés, il y a la moitié qui est payée évidemment par l'employeur, mais pour les familles, on sait que pour une famille, c'est facile
facilement 300, pour une bonne couverture, 300 € par mois, c'est un sacré budget. Alors le système de santé, enfin le système de soins, d'ailleurs on parle plus d'un système de soins qu'un système de santé, parce que la part pour la prévention est assez faible effectivement en France. Et c'est là où on joue un rôle, nous, assureurs complémentaires, en termes de prévention, où on apporte un certain nombre de programmes, de services auprès de l'entreprise. Le système en France, il fonctionne grosso modo, vous avez le régime obligatoire qui prend 75-76% des dépenses, et puis le reste, c'est-à-dire 25, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. 25-24%, vous avez grosso modo 15% qui sont pris par les assureurs complémentaires et le reste à charge qui doit être aux alentours de 8%. Ce qui fait que le reste à charge... Le reste à charge, on précise, le reste à charge, c'est ce qui reste à payer pour le patient, pour l'assuré. 8%, c'est le plus faible des pays OCDE. Et pourquoi c'est le plus faible? Parce que justement, vous avez les assureurs complémentaires qui sont en place et qui prennent pour leur charge 15% de ce que ne prend pas le régime obligatoire et sans aucun déficit, puisque par définition, les assureurs complémentaires se doivent d'être à l'équilibre. Donc c'est ça la réponse, c'est-à-dire finalement, même si ça augmente, les assurés, vous payez plus cher, les cotisations, soyez contents parce qu'en France, le reste à charge, c'est 8% comparé aux autres pays dans le monde, c'est ça la réponse? Un, c'est qu'on constate que le reste à charge est le plus petit des pays de l'OCDE. Deux, on voit que les assureurs complémentaires travaillent certes sur le coût, mais aussi sur la qualité, sur l'explication des parcours de soins, sur la prévention, sur le fait qu'on peut adapter les couvertures complémentaires par rapport à une situation donnée. Nous, assureurs complémentaires d'entreprise, on adapte la couverture santé et la couverture prévoyance en fonction de spécificités de l'entreprise. Et puis vous avez aussi la liberté d'accès aux soins et les complémentaires santé aident effectivement à favoriser cette liberté d'accès aux soins qui est absolument fondamentale dans notre pays. Alors je voulais vous faire réagir Thomas Saunier parce que c'est dans le débat public aujourd'hui et vous avez un regard là-dessus puisque vous gérez la retraite complémentaire de 3 millions de retraités en France. Quel jugement vous portez sur cette mesure qui fait couler beaucoup d'encre, le fait d'augmenter la CSG de 1,7 points pour 60% des retraités, ceux qui touchent plus de 1 300 € par mois. Parce que c'est une baisse de pension déguisée, si on dit les choses, c'est une baisse de pension déguisée. Vous en pensez quoi, vous? Alors pour tout vous dire, je n'ai pas trop d'avis sur ce domaine, dans la mesure où nous, notre rôle, c'est de prélever les cotisations dédiées au régime complémentaire Agirc et Arco et de donner sous forme d'allocation à nos allocataires la rente qu'ils doivent avoir. Après, il y a de la CSG là-dessus. Après, ce que devient la rente et quelles sont les politiques des différents gouvernements, là, on n'a absolument aucun moyen d'intervenir et heureusement d'ailleurs, ça n'est pas notre rôle. Bon, en tout cas, c'est courageux comme décision politique. En général, on augmente le taux de cotisation, on les fait travailler plus tard. Là, on fait cotiser les... C'est nouveau dans l'histoire de faire cotiser, de faire payer une partie des retraités. Il faut l'admettre. Oui, c'est nouveau. Bon, un mot sinon, là, vous aurez, j'imagine, un point de vue plus détaillé sur ce que veut faire Emmanuel Macron en matière d'assurance santé. Il veut plus de concurrence entre les mutuelles et les assureurs. L'objectif, c'est d'ici 2022, avoir 100%, enfin une prise en charge de 100% des dépenses d'optique, dentaire, auditive, le tout sans pénaliser les patients. Aujourd'hui, il y a 4,5 milliards d'euros par an qui est à la charge des patients. Je ne comprends pas. Qui va payer? Parce que quand on écoute Emmanuel Macron, ça sera à vous, aux complémentaires, aux mutuelles, de payer l'addition. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Alors, et ça vous fait sourire. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, le reste à charge, effectivement, et voir comment évolue ce reste à charge. On va prendre un exemple, c'est les contrats responsables. On a mis en place une réforme des contrats responsables qui capait le montant des garanties offerts par les assureurs complémentaires. Le but initial de cette mesure, c'était de diminuer le reste à charge. Et l'effet, ça a été exactement l'inverse. Ce qui montre qu'à certains moments, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on régule trop, on a l'effet inverse de ce qu'on recherche. Il veut plus de concurrence, c'est pas régulé, il veut plus de concurrence. Sur les contrats responsables, on voulait diminuer le reste à charge. De fait, les Français ont constaté en 2016 que leur reste à charge a augmenté, puisque les assureurs complémentaires se voyaient bridés en termes de garantie. Ça, c'est le premier point. Je crois que dans le programme du président Macron, il y avait effectivement ce reste à charge égal à 0 ou qui tend vers 0. Sans hausse, je précise, sans hausse de cotisation. Sans hausse de cotisation. Prix des cotisations des mutuelles. Et dans trois domaines différents, qui ont d'ailleurs une logique complètement différente. Sur l'optique, la prise en charge du régime obligatoire est quasiment nulle. C'est vraiment les assureurs complémentaires qui prennent plus de 75% des montants. Après,
est-ce qu'il faut aller vers un reste à charge égal à 0 ou qui tend vers 0? Si on prend un assuré qui souhaite avoir des montures de marque, est-ce que c'est à la complémentaire de payer cette liberté, ce choix de l'assuré, ou bien il faut essayer de tendre vers 0? Pour notre part, 75% de nos assurés, grâce à des réseaux de soins, 75% des assurés ont 0 reste à charge en optique. Et ceux qui ont encore un reste à charge, c'est un choix individuel de choisir telle ou telle monture de marque. Sur le dentaire, c'est autre chose. Sur le dentaire, on a un tiers qui est pris en charge par le régime obligatoire, grosso modo, un tiers qui est pris en charge par le régime complémentaire et un tiers qui reste à la charge des assurés. Là, on a une vraie problématique. Je crois que par la concertation avec les syndicats de professionnels de santé d'une part et avec chacun des praticiens d'autre part, on doit pouvoir tendre vers ce reste, enfin en tout cas de diminuer ce reste à charge et faire en sorte qui paye l'addition? Pardon, j'ai du mal à comprendre. Qui paye l'addition? Nous, on est prêt à payer cette addition. Nous, on est prêt à payer cette addition. Avec quelle marge de manœuvre quand on... Avec le fait d'avoir la capacité de discuter, de dialoguer avec les professionnels de santé, chose qui nous est interdite aujourd'hui. Pour qu'ils baissent par le prix, c'est ça en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une baisse des prix des équipements, des lunettes, des prothèses. C'est ça qu'il faut, que j'entends en creux. Alors, un effort de la part justement des équipementiers, entre guillemets, c'est ça? Sur l'audioprothèse, vous avez une troisième, vous avez parlé de l'audioprothèse, c'est une troisième catégorie de problématiques. C'est que là aussi, le régime obligatoire prend peu de choses, le régime complémentaire prend grosso modo 30 à 40%, il reste plus de 50% qui est à la charge des assurés. Et là, c'est une vraie problématique parce qu'un équipement audioprothèse, c'est quasiment 2000 €. Donc vous voyez, il y a au moins 1000 € qui est laissé à la charge. Et là, il faut que par le dialogue, par la coopération entre le régime obligatoire, entre le gouvernement, entre les professionnels de santé et nous, assureurs complémentaires, on puisse trouver les solutions qui permettent de diminuer et de faire tendre ce reste à charge vers 0. Donc si je comprends bien, vous ne comptez pas payer ça de votre poche, vous comptez discuter avec les prestataires, encore une fois, en dessous, pour qu'ils fassent l'effort. C'est eux que vous demandez de faire un effort. Je pose la question, je suis sûr d'avoir bien compris. En optique, ça marche. Pour 75% des cas, nos assurés ont un reste à charge qui est égal à 0. Bon, donc vous voulez dupliquer ça finalement en dentaire et en... De façon différente, parce qu'encore une fois, on a des logiques vraiment différentes. Mais je crois que c'est par le dialogue, par la construction, par l'itération qu'on arrivera à trouver le dispositif optimal. Les assureurs complémentaires, ils sont réellement complémentaires au régime obligatoire. C'est-à-dire que nous savons faire des choses que le régime obligatoire ne sait pas faire. En termes de prévention, on sait faire des choses. En termes de réseau de soins, on sait faire des choses. En termes de contractualisation avec les professionnels de santé, on sait faire des choses. Donc, laissons-nous la liberté d'intervenir et d'apporter notre valeur ajoutée là où on peut apporter notre valeur ajoutée. Donc, le message en creux, c'est que oui, c'est possible d'arriver à horizon 2022 à 100% de prise en charge en matière de soins dentaires, d'optique ou de prothèses auditives, sans hausse du prix des cotisations? De tendre vers, oui. De tendre vers 0, que ça soit égal à 0, encore une fois, l'exemple des montures de marque. C'est possible, sans augmenter le prix, encore une fois, de la cotisation tous les mois. Vous savez, ces 3 garanties rentrent finalement dans des contrats avec des garanties beaucoup plus larges, parce qu'on n'a pas parlé des soins de ville, on n'a pas parlé de l'hospitalisation, etc. Donc finalement, les complémentaires ont un champ d'intervention qui est très large. Et dans ce champ d'intervention qui est très large, on doit être capable de faire tendre vers 0 les restes à charge des complémentaires, enfin des assurés, pardon. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que finalement, enfin je pose la question encore une fois, si une partie est prise à charge au travers, encore une fois, des négociations avec les fournisseurs de lunettes, etc., mais on pourrait aussi imaginer que, je ne sais pas, quand on va à l'hôpital, quand on se fait hospitaliser, qu'il y a une télé, encore une fois, dans sa chambre, est-ce que vous êtes obligé de rembourser la télévision? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend d'un assureur? Notre conviction... Pour financer justement des priorités comme les 100%, tendent vers les 100% de remboursement de soins dentaires ou autres. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'objectif d'un assureur complémentaire n'est pas forcément de payer le Wi-Fi ou la chambre particulière lorsqu'on est hospitalisé. Si on peut le faire, tant mieux, mais je ne pense pas que ça soit l'objectif premier. Il y a des choix après à faire. L'objectif premier, à mon sens, c'est d'expliquer à nos assurés qu'entre un établissement et un autre, il y a des différences de qualité qui sont énormes. Et d'ailleurs, sur notre site, parmi les 30 services qu'on offre aux entreprises, vous avez un service qui s'appelle CompareHospit et qui vous permet de comparer la qualité des soins d'un établissement par rapport à un autre établissement. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est ce type de service qu'on veut développer. Si, en plus, on peut offrir la chambre particulière et le Wi-Fi gratuitement dans le package global, tant mieux. Bon, je reviens aussi, Emmanuel Macron souhaite, dans le cadre de cette réforme, avoir 3 modèles de contrats clairement comparables, avec 3 niveaux de garantie. Je sais pas, ça n'existe pas, pour moi il y avait déjà des choses qui étaient comparables. À quoi ça ressemblerait?
l'idée derrière, c'est qu'il y a encore une fois plus de lisibilité sur les remboursements pour l'assurer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas très clair puisque tout ça est calculé sur la base du remboursement de la Sécu. Il faut avoir fait un peu de maths, vous me direz un peu, pour pouvoir calculer exactement ce que ça coûte. Non, je crois qu'il y a un besoin d'expliquer encore plus quels sont les parcours de soins et les remboursements associés à ces parcours de soins. Il y a déjà eu des travaux qui ont été faits et on a constaté en 2012 qu'il y avait de nets progrès en termes d'explication. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Sur les 3 contrats types, souvenons-nous que la mise en place des contrats responsables, alors qu'on voulait diminuer le reste à charge, a augmenté in fine le reste à charge, c'est-à-dire a eu l'effet inverse de ce qu'on recherchait. Et là, notre position, c'est de dire que trop de régulation tue l'objectif que l'on fixe. Donc l'objectif, c'est le reste à charge égal à 0 ou qui tend vers 0. Est-ce que la solution, c'est les 3 contrats types? Je ne le crois pas. Je pense que la solution, c'est par le dialogue, par l'échange, par l'optimisation de l'intervention des uns et des autres entre le régime obligatoire et les régimes complémentaires. Bon, et on finit juste là-dessus. Thomas Saunier, on évoquait tout à l'heure la médecine préventive. On parlait de médecine de soins, mais on disait quoi tout à l'heure? Il y avait les médecines de soins, l'idée qu'aujourd'hui on soigne des bobos, entre guillemets, c'est ça qui est pris en charge, mais derrière il y a aussi moyen, au travers des applications du digital, justement, d'avoir un temps d'avance pour essayer quelque part de réduire le coût, parce qu'on peut prévoir peut-être ou pas des accidents, des maladies ou des problèmes de santé. Oui, effectivement, on parle d'assurance maladie obligatoire, on parle d'assurance maladie complémentaire, on ne parle pas d'assurance santé obligatoire ou assurance santé complémentaire. Donc je crois que historiquement et culturellement, en France, on est plus tourné vers le soin que vers la prévention. Nous, notre objectif, c'est au-delà des contrats d'assurance qu'on propose à nos clients, on offre toute une palette de services, soit aux chefs d'entreprise ou aux DRH, soit aux salariés. Un exemple, c'est sur l'absentéisme. L'absentéisme, c'est considéré par 9 dirigeants sur 10 comme un problème majeur. Et pourtant, seul un dirigeant sur 5 connaît le taux d'absentéisme. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est capable, bien évidemment, de calculer l'absentéisme. On est capable de comparer l'absentéisme par rapport à des entreprises de taille équivalente. On est capable de comparer l'absentéisme par rapport à un secteur dans lequel appartient l'entreprise. Et donc, on arrive à faire émerger des tendances spécifiques à cette entreprise. Et à partir de là, on est capable de mettre en place des programmes, des services adaptés à l'entreprise pour permettre de diminuer cet absentéisme. On est typiquement dans la prévention. On a du recul aujourd'hui. On a 4 ans de recul. Qu'est-ce qu'on constate en 4 ans de recul? C'est que les entreprises qui ont suivi nos préconisations ont vu leur absentéisme diminuer de 12%. Quelle préconisation, 12%. Par exemple, concrètement? Ça va sur la prévention, sur le dépistage, sur le dépistage de l'absentéisme? Non, dépistage de maladies qui sont spécifiques à tel secteur. Non, ça peut être moins 12%, alors que la moyenne nationale de l'absentéisme, ça a été plus 16%. Donc vous voyez qu'un écart de quasiment 28%, plus 16% d'un côté, moins 12% de l'autre. C'est ça le rôle maintenant aussi, c'est ça le rôle aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le rôle des mutuelles complémentaires d'aujourd'hui et de demain, c'est d'apporter toute cette batterie de services qui permet d'agir sur la prévention et d'agir finalement pour accompagner et protéger le capital humain des entreprises. Bon, voilà, on termine là-dessus. Merci à vous. On revenait l'année prochaine avec plus de bénéfices. Avec plaisir. Allez, merci à vous Thomas Saunier, directeur général donc, du groupe de protection sociale Malakoff Médéric, qui était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci, au revoir. Merci.